Bienvenue à tous dans ce magazine d'analyse et de réflexion autour du 54e anniversaire de la RDC. Notre invité aujourd'hui, Marco Bangouli. Marco Bangouli est un homme politique congolais. Il fut ministre de l'économie et des finances. Il est également administrateur des sociétés. Voici ma première question. Est-ce que, selon vous, l'indépendance de notre pays était une question de fierté, d'honneur ou de dignité? La fierté, la dignité, l'honneur. La fierté, c'est comment peut-on la définir, chacun de ces concepts? La fierté, c'est les sentiments qu'un individu, un groupe d'individus, un peuple peut ressentir à la suite d'un succès, d'une victoire, d'un acte qu'il a accompli, dont il est fier. C'est ça la fierté. La dignité, c'est ce qu'on attend des autres, la considération qu'on attend des autres par rapport à ce qu'on est, par rapport au comportement qu'on a, au rang qu'on occupe de la société. On s'attend à ce que les autres vous reconnaissent cette dignité. L'honneur, c'est le rang. C'est ainsi qu'on attribue des signes d'honneur à des individus parce qu'ils ont rendu des services. Eh bien, ne nous perdons pas dans la sémantique des mots. Pour moi, l'indépendance que nous avons acquise en 1960, c'est l'ensemble de tout cela. L'honneur, la dignité, la fierté d'un peuple. La fierté, pourquoi? La fierté parce que nos aînés, les pionniers de l'indépendance, se sont battus pour conquérir, pour arracher l'indépendance. Et donc, ils ont combattu le colonialisme. C'est une étape victorieuse. De quoi être fier. Et donc, le peuple congolais peut être fier d'avoir conquis l'indépendance. La dignité de l'homme congolais était bafouée. Nous étions traités comme des esclaves. Et grâce au combat de ces pionniers, ils ont restauré la dignité de l'homme noir, de l'homme congolais. L'honneur. Mais notre pays n'était pas dans le concert de nations. Et grâce à l'accession de notre pays à l'indépendance, à ce combat qu'ils ont mené, eh bien, nous avons l'honneur d'appartenir au club, au concert des nations où nous sommes reconnus comme une nation. Et donc, je dirais, moi, que l'indépendance était une étape très importante pour tous les pays, et notamment le nôtre en 1960, et que c'était effectivement une question et d'honneur, et de dignité, et de fierté pour le peuple congolais. Nous avons enfin conquis la liberté qui est reconnue à toutes les nations qui appartenaient déjà et qui appartiennent aujourd'hui au Conseil des Nations. Voilà ce que j'entends par l'indépendance. Merci, vous avez répondu avec éloquence à cette première question qui concernait le passé. Projetons-nous maintenant dans le futur. Voici ma deuxième question. Les trois mots suivants, honneur, dignité, fierté, quel est selon vous le mot le plus important, celui sur lequel nous pouvons nous appuyer, celui qui serait de nature à permettre ou à accompagner l'avenir ou le développement de la RDC? Bien que l'indépendance, la fête, la commémoration de l'indépendance et l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui me donne l'occasion de féliciter, d'exprimer sincèrement
mon admiration, à la fois mon estime pour nos pionniers qui se sont battus et qui ont versé leur sang, aussi bien les autres qui les ont suivis, pour qu'aujourd'hui nous ayons cette indépendance. Qu'il s'agisse de la fierté, de la dignité ou de l'honneur, moi je n'aurais pas posé la question sous cette forme-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la dignité? Est-ce la fierté? Ou est-ce l'honneur? La vraie question pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé par rendre hommage à ces pionniers. La vraie question que nous devons nous poser, nous les survivants de cette indépendance, aujourd'hui, qu'avons-nous fait de ce combat de nos pionniers qui nous ont légué l'indépendance? Eux, ils se sont battus pour obtenir l'indépendance. Mais nous, qui avons acquis, qui avons bénéficié de ce combat, qu'avons-nous fait aujourd'hui de cette indépendance? C'est ça la véritable question que nous devons nous poser. Et lorsqu'à mon sens, on pose cette question, on se dit, lorsque, en 1960, le colonisateur est parti, nos aînés n'avaient pas été préparés pour reprendre les affaires de l'État. Et ce manque d'expérience a transformé l'indépendance en une succession de malheurs pour notre pays. On a connu les assassinats de nos leaders politiques, les sécessions du pays, c'est-à-dire la dislocation du pays, des guerres fratricides. On a connu des coups d'État. Le tribalisme a repris le dessus sur l'intérêt supérieur de la nation. Et les crises économiques se sont succédées au point de causer des pénuries dans tous les secteurs. C'est cela que nous avons connu au lendemain de l'indépendance et qui était le fruit de l'immaturité de nos aînés qui n'avaient pas été préparés. L'indépendance, au lieu de donner au peuple congolais, libéré par le colonisateur à notre demande, le bonheur que le peuple attendait, c'était une succession de malheurs. Mais nous ne devons pas nous cristalliser à cette époque-là, 54 ans après. Nous n'avons plus le droit de continuer à nous larmoyer sur les égarements, les erreurs de nos aînés. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, nous devons nous poser, nous, la génération actuelle, nous devons faire une autopsie de nous-mêmes. Nous regarder en face. Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Eh bien, il y a des constats très simples qui se dégagent. Pendant 54 ans, le pays a formé des cadres, de très hauts cadres, dans tous les secteurs de la vie nationale. Prenez, que ce soit dans l'armée, la sécurité, la police, nous avons des officiers qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde. Et nous avons dans des universités du monde, nous avons sorti des juristes, des financiers, des économistes, des ingénieurs. À tel point d'ailleurs, lorsque vous allez en Afrique du Sud par exemple, dans les hôpitaux, dans des provinces dirigées essentiellement par des Noirs, les médecins noirs sont congolais. C'est dire que nous avons, pendant 54 ans, formé la crème intellectuelle pour diriger ce pays. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous utilisons ces compétences pour améliorer les erreurs de nos aînés qui, eux, nous pouvons les accuser d'avoir mal géré parce qu'ils n'avaient pas la formation. Mais nous avons la formation. Mais utilisons-nous ces capacités? Un constat que nous devons nous donner. Si à chaque changement de système politique, et nous en avons eu, ces changements doivent entraîner le balayage de tout ce qui existait, au lieu de consolider les acquis, nous détruisons les acquis. Nous ne ferons jamais des avancées, nous allons faire du sur-place et de reculons. Qu'est-ce que je considère comme acquis? Il y a d'abord l'homme. Dans toute démocratie, on investit dans l'éducation, dans l'homme.
parce que c'est eux qui vont gérer la nation. Je vais donner la preuve que lorsque nous avons acquis l'indépendance, si nos aînés ont raté le départ, c'est parce qu'ils n'étaient pas formés. Nous avons investi dans l'homme. Cet homme-là mérite d'être utilisé. C'est un acquis. Je vais emprunter l'exemple du président malien aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, lorsqu'il était candidat au présidentiel. J'avais retenu une phrase que je vais emprunter de lui, concernant justement cette lutte de génération. Il disait à peu près ceci: la jeunesse n'est pas synonyme de compétence, ni la vieillesse synonyme de l'incurie. Il faut une dose équilibrée des deux générations qui va allier l'expertise et la technicité de la jeunesse à l'expérience et la sagesse des vieux. L'expertise, ce n'est pas l'expérience. Les jeunes d'aujourd'hui maîtrisent les nouvelles technologies. Mais ont-ils une vision d'ensemble pour gérer? C'est l'expérience, la sagesse. Eh bien, nous réussirons lorsque nous allons mettre en pratique cet adepte, c'est-à-dire l'acquis, la formation que nous avons donnée à nos Congolais. Nous avons investi, nous ne devons pas le dépenser et le gaspiller. Un autre acquis. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que le pays a retrouvé la paix. Nous sommes dans une étape de confirmation, de la consolidation de la paix. C'est un acquis très important. On peut aujourd'hui prendre l'avion, aller sur toute l'étendue des territoires, la sécurité y est. On fait des efforts. Nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, les bases fondamentales de l'économie sont en train d'être jetées. Nous avons une croissance positive. Un autre débat est de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette croissance, comment elle est redistribuée. Est-ce que la population en tire aujourd'hui encore déjà des dividendes? Mais il faut savoir que pour construire une maison, il faut d'abord consolider les fondations. L'économie aujourd'hui est en train de bâtir ces fondations. Le taux d'inflation est presque négligeable. Nous avons aujourd'hui, sur le plan monétaire, une stabilité monétaire qui garantit les économies des plus faibles pendant 3-4 ans. C'est très important. Donc ce sont des acquis. Des acquis qu'on a pu avoir grâce à la paix et à la sécurité. Nous avons notre acquis aujourd'hui, depuis 3-4 ans. Nous avons relancé la reconstruction du pays dans les infrastructures de base, alors qu'elles étaient totalement détruites. Il ne faut pas qu'un pouvoir qui vienne demain puisse balayer tous ces acquis. C'est là l'indépendance. C'est la question que nous devons nous poser. Il ne faut pas que l'indépendance soit toujours une remise en cause à chaque fois que nous avons un système de changement politique, un changement du système politique. Non. L'indépendance doit être la consolidation des différentes actions, différentes étapes, de manière à donner à notre peuple, qui attend de nous, les dirigeants, le bien-être. Or, ce bien-être pour lequel nos aînés se sont battus, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore délivré, comme disent les Anglais, délivré ce bien-être à notre population. Et la question que je me poserai à votre place, ce n'est pas le concept. Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Et nous devons nous sentir tous interpellés. Et cette interpellation, justement, je remesure, il faut utiliser l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas exclure pour des raisons purement politiques ou de purement claniques. Il faut mettre les compétences, nous les avons, parce que les erreurs de nos aînés au départ, c'était le manque de compétences. Et si aujourd'hui nous avons des compétences, nous ne les utilisons pas, nous commettrons les mêmes erreurs que nos aînés ont commises il y a 54 ans. 54 ans après,
Excellence Marco Bangoli, qu'avons-nous fait de cette date importante pour notre histoire, c'est-à-dire le 30 juin 1960? Pourquoi? Parce que vous avez sans doute remarqué, comme nous, que la fête du 30 juin est boycottée par une partie de la classe politique pour des raisons d'appartenance ou de positionnement politique. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous écoutent à cet instant pour que cette fête nationale intéresse tout le monde et revête finalement son caractère national sans exclure qui que ce soit? La date du 30 juin est une date de fête nationale. Et on le dit bien nationale. La fête nationale n'est pas un problème qui concerne seulement les dirigeants du moment. Elle concerne toute la population congolaise. C'est la fête de tous les Congolais. Sans tenir compte de l'appartenance politique, ethnique, religieuse, non. Et je dirais même plus loin que si le gouvernement disposait des moyens suffisants, à chaque commémoration de notre fête nationale, il faut en faire un événement. À l'instar du 14 juillet en France. Chaque année, le 14 juillet est fêté depuis 3 siècles. Pourquoi? Mais parce que justement, on voudrait, dans la mémoire collective, se souvenir de ce combat que nos ancêtres, nos vieux, nos aînés, combat qu'ils ont livré pour la liberté. Donc ce n'est pas un problème d'un parti politique ou des dirigeants qui sont au pouvoir. Mais s'il y a des considérations à faire, la première considération à l'endroit du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur devrait, à mon sens, à mon humble avis, pour justement donner l'impression et ne pas donner raison à ceux-là qui, pour des raisons politiques, pensent que c'est une affaire des pouvoirs. Eh bien, il devrait associer, faire participer aux préparatifs, jusqu'à l'étape de la réalisation, tous ou les représentants, les principaux représentants des leaders politiques, de l'opposition, de la société civile, je dirais même les notables des territoires et des provinces, de manière à ce que toutes les couches représentatives soient dans l'organisation et se sentent engagées dans la commémoration de ce grand événement qui est une fête nationale. Mais dans notre pays, comme vous nous le soulignez, ceux qui sont à l'opposition boycotteraient cette manifestation qui est une fête nationale. L'opposition de la démocratie, son rôle est de s'opposer au pouvoir et de proposer des solutions parce que l'opposition a pour mission de représenter ou de présenter une alternative au pouvoir. C'est son rôle. Mais ça doit être une opposition constructive, des propositions constructives. Mais nous constatons dans notre pays que l'opposition a tendance à se diluer. Et par conséquent, son rôle pour présenter une alternative devient peu crédible. Nous allons assister à un gouvernement de cohésion nationale. Cohésion nationale dans laquelle nous allons trouver l'opposition dans la gestion de la République. Mais dès lors que l'opposition est dans la gestion de la République, l'opposition n'est plus juge de la gestion. Elle devient comptable de la gestion. Son rôle est dilué. Elle ne sera plus une alternative parce qu'elle sera jugée et comptable de la même manière que la majorité qui gouverne. Bien sûr, c'est une nécessité conjoncturelle pour aboutir à la cohésion nationale. Mais je voulais simplement souligner que l'opposition ne devrait pas boycotter une fête nationale parce que elle n'est pas au pouvoir. Parce que demain, elle serait au pouvoir, les autres vont boycotter aussi. Et puis ce n'est pas cela le nationalisme. Eh bien, c'est que quand l'opposition se comporte de manière à ne plus présenter une alternative crédible,
Je dirais que nous sommes dans un système que nous ne devons pas avoir peur d'appeler, c'est une transition politique qui ne dit pas son nom. Eh bien, dès lors que nous sommes dans une transition politique, et nous de la majorité et ceux de l'opposition, nous devenons tous comptables. Tout ce que je peux formuler, c'est que ce système politique que nous allons mettre en place et vivre puisse apporter à notre population les solutions aux problèmes fondamentaux auxquels il est exposé et dont il attend de nous justement les réponses, c'est-à-dire consolider les acquis, la paix, la sécurité, l'économie, continuer la reconstruction du pays. C'est cela que le peuple attend. Et la redistribution de la croissance. Le fait de s'opposer à assister à une manifestation n'apporte rien. Apportons des solutions aux problèmes de notre pays. Et tout ce que je peux dire, évidemment, c'est bonne fête de l'indépendance.